Bonjour, mon nom c'est Mathieu Pinchot, je suis directeur du département stratégie d'entreprise chez Stratzer. On est des consultants spécialisés en gestion des matières résiduelles. La formation porte sur la gestion des matières résiduelles adressée spécifiquement aux établissements d'hébergement touristique dans le cadre du programme Voyager autrement grâce à l'économie circulaire. Donc, ce dont je vais parler, c'est trois éléments principaux. Premièrement, le contexte québécois de la gestion des matières résiduelles. Deuxièmement, le bon tri des matières résiduelles. Donc, on va voir quelles sont les matières qui sont acceptées dans les différentes collectes. Et troisièmement, le principe des 3 RV et les bonnes pratiques. Donc, pour aller au-delà de la récupération et du recyclage avec des bonnes pratiques dans les établissements d'hébergement touristique. Donc, commençons par le contexte québécois. Premier fait important à noter, au Québec, on génère annuellement 6 millions de tonnes de matières qui sont éliminées. Quand on dit éliminées, ça veut dire que c'est des matières qui sont envoyées vers les sites d'enfouissement ou vers les incinérateurs. Donc, c'est des matières dont on perd finalement l'usage, qui sont stockées ou brûlées dans les sites d'élimination. Ça correspond environ à 685 kilos par Québécois, pour donner un ordre de grandeur. Donc, il y a quand même beaucoup à faire pour améliorer ce bilan-là. Pourquoi est-ce important de mieux gérer les matières résiduelles? Bien, en procédant ainsi, on va faire en sorte de économiser des ressources naturelles et d'énergie. En effet, quand on va réduire les matières éliminées, quand on va recycler, réduire les quantités de déchets, on va faire en sorte de réintroduire ces matières-là dans un cycle de production en créant de la valeur, en créant des emplois, en réduisant l'utilisation de ressources naturelles et d'énergie. On va aussi, en gérant mieux les matières résiduelles, réduire l'enfouissement, réduire l'élimination via l'incinération et les impacts environnementaux qui découlent de ces pratiques-là, comme l'émission de gaz à effet de serre, par exemple. Au Québec, on s'est doté d'objectifs provinciaux pour encadrer, se donner une cible, des cibles finalement pour la gestion des différentes matières résiduelles. Je vous les présente ici. Donc, 3 objectifs pour les différentes matières. Premier objectif, de recycler 75% du papier, carton, plastique, verre et métal, donc les matières recyclables. Ensuite de ça, recycler 60% des matières organiques. Et troisièmement, recycler et valoriser 70% des résidus de construction, rénovation et démolition. Donc, c'est des matières dans lesquels on voit que les objectifs sont quand même assez élevés et il y a beaucoup de chemin à faire pour atteindre ces objectifs-là. Actuellement, au Québec, on assiste à l'évolution des différents systèmes de gestion des matières résiduelles. Premièrement, ce qu'on appelle la collecte sélective, qui est la collecte des matières recyclables. Depuis le 1er janvier 2025, la responsabilité est donnée à une organisation qui s'appelle Éco-entreprise Québec, ou EEQ, qui a la responsabilité légale de la gestion des matières recyclables au Québec. Vous avez assurément vu des campagnes de communication qui vont indiquer les matières qui sont visées par la collecte sélective, qui sont les contenants, les emballages et les imprimés. Un autre système qui est en évolution, c'est le système de collecte des contenants consignés, qui est géré cette fois-ci par une organisation qui s'appelle Consignation. C'est un système qui va faire en sorte de gérer certains types de contenants de boissons via un système de consignation, donc de paiement et de retour d'un montant affecté à chacun des contenants. Je vais revenir plus tard sur les matières qui sont visées par ces 2 systèmes-là. Je passe maintenant à la section qui va vous parler du bon tri des matières résiduelles. Ce qu'on va voir ici, c'est quelles sont, de manière générale, les matières résiduelles qui sont visées par les différentes collectes. Commençons par les matières recyclables. Donc, comme je l'indiquais précédemment, actuellement au Québec, on est dans une uniformisation des matières visées par ce qu'on appelle la collecte sélective, qui vise les matières recyclables. Pour rappel, on va viser ici, dans la collecte des matières recyclables, les contenants, les emballages et les imprimés. Donc, vous avez différents exemples de matières qu'on va retrouver dans nos activités quotidiennes, qui sont les contenants, les emballages et des imprimés qui sont visés par cette collecte-là. Des petites consignes aussi qui vont faire en sorte de faciliter l'intégration de la gestion des matières recyclables dans les opérations. Premièrement, rincer sommairement les contenants, s'assurer qu'il ne reste pas de nourriture dans les contenants en utilisant, par exemple, de l'eau de vaisselle pour s'assurer qu'il y a le moins possible de nourriture qui reste dans les contenants. Pourquoi est-ce qu'on demande ça? C'est une question de respect des travailleurs qui sont dans les centres de tri au Québec. On veut avoir le moins possible de nourriture, de saleté pour éviter les odeurs et les nuisances dans les opérations
récupération des centres de tri au Québec. On demande aussi de mettre l'ensemble de ces matières-là, les contenants emballage et imprimés, dans le bac, mais on veut que les matières soient séparées. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les matières soient imbriquées les unes dans les autres. Toutes ces matières-là sont collectées ensemble, mais de manière séparée dans le bac de récupération. Passons maintenant aux matières organiques. De plus en plus au Québec, il y a des centaines de municipalités qui vont desservir pour la collecte des matières organiques et présent partout sur le territoire, il y a des collecteurs privés qui permettent de récupérer ces matières-là. C'est des matières qui sont particulièrement importantes à récupérer, notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'élimination de ces matières-là. Donc, spécifiquement, qu'est-ce qu'on va chercher à collecter dans la collecte des matières organiques? Des résidus alimentaires qui peuvent être de nature végétale ou animale, comme les exemples qui sont présentés sur la diapositive, des restes de table, des restes de fruits et légumes, de production alimentaire ou des résidus post-consommation, c'est-à-dire des retours d'assiettes de clients, par exemple, dans des activités de cuisine, de restauration. On va viser aussi, dans la collecte des matières organiques, les papiers et cartons souillés. Des exemples, encore une fois, du papier essuie-main, des filtres à café, du marc de café aussi est visé par ces collectes-là. Un papier de muffin, par exemple, c'est tous des exemples de matières papier et carton qui sont souillés par de la nourriture et qui vont être visés par les collectes de matières organiques. On vise aussi la récupération de ce qu'on appelle les résidus verts. Donc, les résidus verts, c'est des résidus de plantes. Ça peut être des mauvaises herbes, ça peut être des plantes, ça peut être des feuilles, de la pelouse, bien que on encourage à laisser la pelouse sur place lorsqu'on va la couper. Quand même, plusieurs collectes de matières organiques qui vont accepter les résidus verts en même ces collectes-là. Et le dernier point qui est important, c'est d'éviter le plastique compostable dans les collectes de matières organiques. Parce que plus souvent qu'autrement, malheureusement, les plastiques compostables ne sont pas traités par les installations de traitement des matières organiques. Passons maintenant à la troisième grande catégorie de matières récupérées, c'est les contenants consignés. Comme je l'expliquais précédemment, c'est un système qui est en évolution, donc c'est important de se tenir au courant des avancements là-dessus. Actuellement, en 2025 et pour les prochaines années, c'est les contenants de boissons prêtes à boire en aluminium et en plastique de 100 ml à 2 litres qui sont visés par le système de consignation. S'ajoutent à ça les contenants qui étaient déjà récupérés, c'est-à-dire les contenants de verre déjà consignés de bière et de boissons gazeuses. Et comme c'est un système évolutif, à partir de 2027, tous les contenants prêts à boire, incluant ceux en verre et les contenants multicouches, vont être récupérés via le système de consignation. Pour plus d'informations, il faudra se référer au site de Consignation, qui est l'organisme de gestion pour les contenants consignés. Maintenant, quelques trucs utiles dans un contexte d'hébergement touristique. On encourage d'utiliser le bon bac au bon endroit selon les différentes matières produites. Donc, si vous avez, par exemple, beaucoup de matières organiques, ça va être important d'avoir un bac spécifique pour la collecte de ces matières-là. Si vous avez beaucoup d'emballage, ça va être un endroit pour placer un contenant de récupération des matières recyclables. On dit aussi d'éviter les poubelles orphelines. Ce qu'on appelle les poubelles orphelines, c'est une poubelle qui est positionnée seule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres options de tri qui sont placées à proximité. On veut toujours que celui qui génère des matières résiduelles, que ce soit un employé ou un client ou un visiteur, on veut toujours qu'il y ait des options de tri, comme je l'indiquais précédemment, en fonction des matières qu'il est susceptible de générer. Est-ce que c'est des contenants? Est-ce que c'est des matières organiques? Est-ce que c'est des déchets? Donc, on veut toujours avoir différentes options de tri. Pour faciliter aussi le choix, on veut privilégier un affichage clair indiquant l'utilisation des différentes voies de collecte. C'est quoi les matières qui sont acceptées dans les différentes voies de collecte. Et on va aussi privilégier un code de couleur qui est uniforme. Par exemple, la couleur bleue pour les matières recyclables, la couleur brune pour les matières organiques. Et souvent, on va utiliser le noir ou le gris pour la collecte des déchets. Dans un contexte d'opération aussi, on va s'assurer que tout ça est arrimé avec les procédures et les équipements de l'entretien ménager, notamment l'utilisation des chariots prévus pour la collecte des différentes matières. On veut s'assurer que ça soit pratico-pratique, que ça fonctionne bien, de vider ces différents îlots de tri-là pour les transporter vers les équipements de récupération. Il faut s'assurer que autant les équipements que les procédures de gestion soient arrimés. Et dernier petit
truc, finalement, c'est en dehors des trois grandes catégories de matières dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les matières recyclables, les matières organiques et les contenants consignés. Il existe aussi plusieurs autres matières générées de façon un peu plus ponctuelle, mais qui bénéficient aussi de systèmes de gestion à la grandeur du Québec. On parle notamment des piles, des peintures, des lampes fluorescentes, des résidus de construction, etc. Donc, c'est important d'avoir un mode de gestion là, pour chacune de ces matières. Passons maintenant à la troisième grande section de cette formation, qui est le principe des 3 RV et les bonnes pratiques au quotidien dans un contexte d'établissement d'hébergement touristique. Donc, premièrement, le principe des 3 RV, ben, c'est un ordre de priorité dans lequel on va adresser la gestion des matières résiduelles. Donc, il n'est pas question que de recycler les matières résiduelles générées, mais plutôt d'avoir une réflexion en amont aussi. C'est-à-dire de se questionner notamment sur la réduction à la source. Donc, comment est-ce que je pourrais faire en sorte de générer moins de matière? Même si ce sont des matières recyclables ou matières organiques compostables, on est toujours mieux de privilégier la réduction à la source parce que c'est pas bon pour l'environnement de recycler, c'est moins pire que de jeter ces mêmes matières-là. Donc, la matière qui va générer le moins d'impact environnementaux, c'est celle qui va simplement ne pas être produite. Je vais vous montrer des exemples plus tard et vous expliquer le principe des 3 RV. Donc, premièrement, réduction à la source. Deuxièmement, le réemploi. Donc, on va réutiliser le plus longtemps possible. On va réparer, on va emprunter. Il y a toutes sortes de stratégies qui vont faire en sorte qu'on va prolonger l'utilisation, la durée de vie finalement du matériel qu'on utilise au quotidien. Et bien, troisièmement, on arrive au recyclage et la valorisation, donc qui sont des façons de récupérer, de recycler, de composter finalement une matière dont on ne se sert plus. Mais vous comprenez qu'il y a une réflexion à avoir en amont pour vraiment réduire les matières qui sont à gérer. Donc, ce n'est pas simplement une question de recyclage. Et ben, quand on est dans une intégration du principe des 3 RV, ça nécessite des changements de pratique de façon durable. On utilisait un matériel, on remplace ça par un service, par exemple. Donc, on va modifier vraiment nos façons de procéder. Et je dis de façon durable parce que on change les façons de faire, on va les préserver. Donc, ça va faire en sorte qu'on va réduire de plus en plus les quantités de matière qu'on a à utiliser et donc conséquemment à gérer. Là-dessus, je vais vous donner quand même quelques exemples et je vous invite à voir les 9 fiches pratiques qui font partie du programme Voyager autrement grâce à l'économie circulaire qui vont vous donner différents exemples dans les secteurs d'un hébergement touristique. Je donne quelques exemples. Au niveau des chambres, par exemple, l'application du principe des 3 RV va nous amener à abolir les bouteilles d'eau à usage unique. Donc, bien qu'une bouteille d'eau vide, c'est recyclable, mais en abolissant les bouteilles d'eau, en remplaçant, en privilégiant l'utilisation de l'eau du robinet, l'utilisation de verre, l'utilisation de gourdes, on va faire en sorte de générer moins de matières résiduelles. Deuxième exemple, au niveau des chambres, l'utilisation de distributrices de produits d'hygiène, chose qu'on voit souvent dans les hébergements touristiques, en remplacement des petits emballages individuels qui vont générer du gaspillage. Ensuite de ça, l'utilisation de serviettes et de draps foncés qui vont avoir une durée de vie plus longue puisqu'ils vont être plus faciles à entretenir. Les petites tâches qui peuvent se présenter vont moins paraître, donc on va pouvoir les garder beaucoup plus longtemps, générant ainsi moins de serviettes et de draps hors d'usage. Ensuite de ça, l'utilisation de piles rechargeables dans les différents appareils, les télécommandes pour les télévisions. On peut utiliser des piles rechargeables aussi dans les mécanismes pour débarrer les portes dans les chambres d'hôtel. Ça va faire en sorte qu'on va utiliser beaucoup plus longtemps nos piles plutôt que de remplacer sur une base régulière des piles alcalines. Au niveau des chambres, tout le mobilier aussi, dans les rénovations de chambres, c'est de s'assurer de réutiliser le mobilier, que ce soit à l'interne, entre des établissements ou à l'externe aussi en travaillant avec différentes organisations qui vont nous permettre de réutiliser le mobilier. D'autres exemples au niveau des cuisines, cette fois-ci, on souhaite évidemment avoir une récupération de matière organique dans les cuisines, mais on veut aussi qu'il y ait une réflexion qui soit faite en amont pour quantifier les pertes alimentaires et identifier leurs causes. Donc, en faisant ça, on va pouvoir attaquer des problèmes qui vont faire en sorte qu'on va
perdre des aliments, finalement, qu'on va avoir achetés dans le but qu'ils soient consommés. Effectivement, l'objectif, c'est de diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, le gaspillage alimentaire qui est quand même la cause d'impacts environnementaux quand même assez importants. Donc, c'est pas tout de récupérer nos matières organiques en vue du compostage ou du traitement par biométhanisation, par exemple, mais c'est vraiment d'attaquer à la source la question du gaspillage alimentaire. C'est là qu'on va réduire le plus possible nos impacts environnementaux. Comme je le mentionnais, récupérer les matières organiques, c'est important. Limiter le suremballage aussi, s'assurer d'avoir du vrac, d'avoir des emballages, des contenants en grand format le plus possible, mais tout en gardant en tête de viser à diminuer le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que, par exemple, si le fait d'acheter des grosses quantités fait en sorte qu'on va perdre des aliments, mais l'impact environnemental il est vraiment majeur ici. Donc, c'est cette fine ligne-là dans les décisions qu'on va prendre de faire en sorte d'avoir moins d'emballages ou des emballages plus gros, tout en gardant en tête qu'il faut réduire le gaspillage alimentaire. Aussi, ben, dans les cuisines, il y a toutes sortes d'équipements qui permettent la préparation et la production des aliments. C'est d'avoir un entretien et une réparation de ces équipements-là pour les garder actifs le plus longtemps possible et finalement éviter d'avoir à s'en débarrasser en fin de vie. Troisième grande catégorie, c'est la maintenance des bâtiments. Donc, toutes sortes de choses qui peuvent être mises en place pour réduire notamment la production de déchets, de résidus de construction, qu'on appelle. Par exemple, l'utilisation de tapis en dalles dans lesquels on va remplacer juste les parties qui sont usées ou qui sont tachées. L'utilisation de sèche-mains en remplacement du papier essuie-main. Donc, oui, il y a une consommation énergétique, mais le gain environnemental est présent par rapport à la consommation de papier. Aussi, quand on est dans des rénovations, des expansions, tous travaux de construction des bâtiments, on va privilégier des choix d'éco-conception, c'est-à-dire qu'on va avoir des éco-matériaux, des matériaux d'utilisation du bois, par exemple, qui est une matière qui va capter le carbone atmosphérique, qui va le piéger dans les bâtiments. Donc, on réduit les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. On va faire des choix de conception aussi qui vont faire en sorte de réduire les quantités de résidus de construction qui vont être générés sur le chantier, qui vont faire en sorte aussi de privilégier des matériaux qui vont se récupérer plus facilement. Donc, on va éviter d'avoir des matières qui sont collées, qui sont agglomérées. On va privilégier des matières qui vont pouvoir être séparées facilement pour être recyclées. Donc, la maintenance des bâtiments et tout l'aspect de la construction, rénovation des bâtiments est un aspect quand même assez important de la maintenance des bâtiments. On vous invite à ce sujet à aller voir le guide spécifique sur ce sujet-là, qui est l'éco-conception et le tri des résidus de construction, donc à même le programme Voyager autrement grâce à l'économie circulaire. Donc voilà, ça met un terme aux éléments dont je voulais vous parler dans le cadre de cette formation en introduction à la gestion des matières résiduelles dans un contexte d'établissement d'hébergement touristique. Je vous invite à aller voir la page web du programme Voyager autrement grâce à l'économie circulaire dont vous trouvez le lien ici sur ma diapositive. Vous allez trouver là différents exemples d'établissements qui sont inspirants, qui nous présentent leurs actions relatives à l'économie circulaire. On va trouver aussi une trousse d'outils dans laquelle vous allez avoir 9 fiches pratiques avec des actions concrètes dont je vous ai présenté certaines actions. 3 gabarits qui peuvent être modifiés, donc des politiques, des plans d'action aussi, ainsi que 2 guides qui vont concerner les sujets de l'approvisionnement responsable et de la gestion des résidus de construction. Donc voilà, ça met un terme à ma présentation. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite bon succès dans la mise en œuvre de vos actions en gestion de matières résiduelles et en économie circulaire.